Ça fait 6 mois que j'ai pas fait de vidéo, en partie à cause de mon actualité personnelle et en partie aussi à cause du fait que le club a été beaucoup plus transparent sur les aspects financiers et que d'autres youtubeurs que moi ont donné des éclairages sur les éléments financiers. Et donc je me suis pas senti de besoin de donner d'éclairage supplémentaire personnellement. Aujourd'hui, j'ai voulu quand même vous faire une petite update pour ma chaîne, notamment pour mes viewers les plus fidèles qui s'intéressent à ce que je peux avoir à dire sur l'Olympique de Marseille. Et donc on est parti pour un petit bulletin financier en décembre 2025. Ce bulletin est chapitré pour vous permettre de naviguer entre les sections. On y parlera d'abord du mercato 2025-2026, ensuite des finances de l'Olympique de Marseille avec une mise à jour de la projection financière, avant de faire l'évaluation de la performance de Pablo Longoria et de Franck McCourt en tant que dirigeant et propriétaire de l'Olympique de Marseille respectivement. Et ça nous amènera à une conclusion avec l'occasion de vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année. Alors pour commencer à parler un peu du mercato d'été, vous avez vu qu'on avait acheté pour 96 millions de joueurs et qu'on en a vendu pour 83 millions. On va se concentrer principalement sur ceux qui sont arrivés cet été et on va essayer un peu d'ignorer ceux qui correspondent à des options d'achat exercées de l'année précédente ou à des joueurs qui ne faisaient pas vraiment partie de l'effectif l'année précédente. Donc j'ai déjà supprimé ceux qui étaient déjà au club ou déjà plus au club. J'ai inclus aussi Mumbagna, qui était encore au club mais qui était gravement blessé la saison passée et qui a pratiquement pas joué. Là-dessus, on a en fait en gros 64 millions de joueurs achetés pour 65 millions de joueurs vendus, avec une amélioration de la qualité de l'effectif net d'une année sur l'autre. J'ai fait des notes de performance et des notes de transfert. Je vous ai mis des notes ici que vous pourrez regarder dans le détail si vous faites pause. Mais globalement, c'est un mercato d'été plutôt bien réussi sur le plan financier, pas mal sur le plan sportif, avec quelques ratés quand même, comme toujours sur tous les mercatos d'été. On a des conditions d'achat qui sont plutôt chères pour Paixão et Naïef Aguerd en particulier. Et pour les autres joueurs, on est à peu près dans les clous de ce qu'on pourrait attendre. Au niveau de la valorisation de Transfermarkt, depuis l'été 2025, on a vu déjà des variations de prix importantes pour certains joueurs. Alors, on a beaucoup parlé de l'augmentation de la valorisation de Arthur Vermeeren ou de Naïef Aguerd ou de Timothy Weah, qui me semble pas si significatif que ça personnellement. Ça reste des variations en pourcentage relativement modestes pour ces joueurs-là. En revanche, on a vu aussi dans l'autre sens, et ça on n'en a pas beaucoup parlé, des joueurs comme Benjamin Pavard, Matt O'Reilly, Facundo Medina, Angel Gomez, CJ Egan Riley et Ahmed Traoré perdre de la valeur. En net, les joueurs qu'on a achetés l'été dernier, ils ont perdu 10 millions d'euros de valeur si on s'en tient à ce que dit Transfermarkt, contrairement à l'impression qu'a pu laisser les articles qu'on a vus sur ce sujet-là, qui ont beaucoup insisté sur les plus-values, sans trop regarder les moins-values. Au niveau de l'impact du trading, bon, bah, toujours l'impact trading, c'est une mesure du fait qu'un joueur a été payé cher ou pas cher. On a des joueurs comme Angel Gomez ou CJ Egan Riley ou Emerson qui ont été payés très peu cher et qui du coup représentent de bonnes affaires. On a aussi des joueurs comme Igor Paixão ou Timothy Weah qui semblent avoir été payés à des prix assez raisonnables finalement eu égard à leur valorisation actuelle. Mais globalement, on n'a pas fait des folies sur le plan de l'impact trading. Là où on a vraiment gagné beaucoup d'argent, c'est sur les joueurs qu'on n'a pas payé cher, en particulier Emerson, Angel Gomez et CJ Egan Riley, qui sont vraiment les bonnes affaires du mercato. En ce qui concerne les tendances à moyen terme, on peut là avoir quelques inquiétudes. Là, c'est moi qui me projette sur la durée, mais je trouve qu'il y a certains joueurs qui, au niveau de Transfermarkt, sont peut-être déjà un peu surévalués, ou en tout cas à leur plafond. Et ça se manifeste par le fait que ce sont des joueurs qui sont déjà un peu au sommet de leur carrière, à 25, 26, 27 ans, voire 29 ans ou 30 ans, et qui auront du mal à être vendus à ce prix-là si on essaie de les vendre dans 1 ou 2 ans après les avoir valorisés sportivement. En revanche, on a des joueurs comme Arthur Vermeeren ou Timothy Weah, s'il poursuit sur sa lancée, qui peuvent encore avoir un certain potentiel d'appréciation. En net,
Je pense qu'on est plutôt sur une pente descendante, et ça c'est inquiétant pour le club. On a 38,5 millions d'euros de valeur de joueurs potentiels qui risquent d'être perdus sur les prochaines années. Mais en net, ça ferait quand même que le mercato d'été, sur le plan des achats, il aurait un impact potentiel de à peu près 17 millions d'euros de valeur créée à travers les bonnes affaires qu'on a pu faire sur le marché des achats. On a quand même quelques inquiétudes à l'horizon. Je pense que je ne suis pas le seul à m'inquiéter sur ce sujet-là. Les prolongations de Robinho Vaz et Daryl Bacola sont d'actualité. On parle un peu d'un départ pour l'un comme pour l'autre. C'est des joueurs qui ont montré des grandes qualités sur les premiers mois pour des joueurs très jeunes. On s'attend à ce qu'il y ait des offres intéressantes qui viennent de l'étranger. On se demande si on arrivera à les retenir. Mais en tout cas, sur le plan de la stratégie du club, ce sont les seuls joueurs qui ont un gros potentiel de valorisation qu'on a aujourd'hui dans l'effectif et qui pourraient un jour représenter des 40, 50, voire des 100 millions d'euros pour le club s'il continue à progresser. Et aussi, sur le plan de la politique de jeunes du club dans son ensemble, c'est inquiétant de se dire qu'on n'est pas capable de retenir les deux principales pépites du centre de formation. Dans le cas de Nadir, la situation est un petit peu différente. Lui, ça fait plusieurs années déjà qu'il est rentré dans l'effectif de l'équipe première. Il a du mal à s'imposer dans un rôle de titulaire. On pourrait comprendre qu'il ait envie d'aller voir ailleurs ou d'avoir un contrat qui lui assure un plus gros temps de jeu à son âge. Il a besoin probablement d'une place de titulaire, ce que l'OM ne peut pas lui proposer. Et sur le plan salarial, c'est légitime qu'il ait des attentes de salaire qui soient comparables à ceux d'un joueur de rotation à l'Olympique de Marseille. Et aujourd'hui, il reste assez loin de ces niveaux-là. Donc la prolongation de Nadir risque d'être compliquée. Par rapport à la projection financière de mai, il y a des choses qui sont en plus et des choses qui sont en moins, mais globalement, on n'est pas trop loin des clous. C'est pour ça que je n'ai pas fait d'actualisation globale de la projection financière. On a un peu plus reçu d'argent sur les ventes de joueurs de l'équipe A que ce que j'avais prévu. On a aussi un peu plus reçu d'argent que ce que j'avais prévu sur les joueurs hors équipe A. On a aussi un peu d'argent qui est attendu sur les droits télé nationaux aux dernières nouvelles, alors qu'on était parti sur un budget de 0 en étant très prudent. Et on a une potentielle qualification en Ligue des Champions qui nous permettrait de rapporter une dizaine ou une quinzaine de millions d'euros si on franchit encore un tour. Les recettes accrues du naming éventuel, ça je pense que ce serait plutôt pour la saison 2026-2027, mais c'est possible qu'on ait déjà quelques sous là-dessus dès cette saison, si jamais c'est bien négocié. Je ne sais pas exactement comment ça se profile à ce niveau-là. Au niveau de la masse salariale, on est apparemment nettement au-dessus de ce qui avait été budgété selon Longoria. C'est à peu près ce que je retrouve également quand je fais ces analyses-là. Je pense qu'on est une douzaine ou une quinzaine de millions d'euros au-dessus de ce que j'avais projeté, probablement autour de 170 à 175 millions d'euros de masse salariale. On a 5 millions d'euros de dépassement attendu sur les commissions d'agents parce qu'on a eu une activité mercato folle l'été dernier et que par conséquent on a sûrement dépensé plus de 20 millions d'euros en commissions d'agents, ce qui est hallucinant. On a des options d'achat coûteuses à exercer en fin de saison pour à peu près 100 millions d'euros, en comptant O'Reilly si on voulait l'acheter. On a aussi des joueurs qui sont potentiellement en fin de contrat ou qui vont s'en approcher. Un joueur comme Mason Greenwood, au mesure que les années passent, il va devenir nécessaire de le prolonger et de lui augmenter son salaire. Et c'est possible qu'on n'ait pas les moyens de le faire. Donc ça pourrait devenir préoccupant au niveau de la valorisation de ces joueurs-là, ou en tout cas de notre capacité à les vendre au meilleur prix. Enfin, au niveau des investissements dans les infrastructures, on n'a pas vu grand-chose quand même, malgré le déménagement du staff administratif qui est prévu dans des bureaux dans le centre de notre ville dans les prochaines semaines. Pour l'instant, ça reste assez insuffisant au niveau des infrastructures sportives du club qui restent déficientes par rapport à la concurrence européenne. Alors, au niveau des objectifs de produits hors mutation, on est autour des 280 millions d'euros, donc au-dessus de ce qui était prévu à l'été 2025. Et au niveau de l'objectif des charges hors mutation, on est aussi au-dessus de ce qui était prévu à l'été 2025. Et par conséquent, en termes de
bénéfices hors transfert, on est à peu près dans les clous de ce qui était prévu l'été 2025. Au niveau des transferts, en revanche, là, il y a un fort amortissement à prévoir au-delà de ça. Donc, ça nous amène à un déficit hors vente et potentiellement à devoir, donc, comme le prévoyait la projection financière initiale, vendre pour 30 à 50 millions d'euros de joueurs sur les mercatos d'hiver ou le début du mercato d'été 2026, afin d'équilibrer les comptes du club et retomber à peu près sur nos pattes, hein, alors qu'on serait à peu près sur un déficit de 30 ou 40 millions d'euros en incluant l'amortissement des transferts passés. Alors, les autres informations financières qui sont parues dans la presse ou dans les rumeurs ces derniers mois, elles concernent notamment le renouvellement du contrat CMA-CGM. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça se ferait à hauteur d'à peu près 28 millions d'euros par saison ou 70 millions d'euros sur 3 ans, ce qui est un peu au-dessus de ce qu'on avait jusqu'à présent. Je crois que moi, j'avais estimé que c'était de l'ordre de 20 à 22 millions d'euros ces dernières années. Donc, a priori, on a gagné 2, 3, 5 millions d'euros en plus pour les saisons 2026 et suivantes. Mais pour l'instant, je ne crois pas que ce soit applicable à la saison 2025-2026. Pour ce qui concerne l'augmentation de capital qui a eu lieu l'été dernier, ça, c'était pas vraiment une nouvelle dans la mesure où c'était obligatoire compte tenu de l'état des capitaux propres de l'Olympique de Marseille. On en avait déjà parlé plus tôt. Moi, j'ai été étonné que ça traîne jusqu'à la fin du mois de juin 2025. Je pensais que ce serait réglé environ 6 mois à 1 an plus tôt que ça. J'ai pas été du tout surpris ni par le montant, ni par l'occurrence de cet événement-là. Pour moi, c'est une non-info, c'est dans la continuité parfaite de ce qui avait été fait dans les années précédentes. Et c'est simplement la correction des investissements qui avaient été réalisés sous forme de compte courant les années précédentes et qui doivent désormais être durcis sous forme de capital. À l'issue de ces années-là, c'est tout à fait conforme à ce qui s'est fait, y compris depuis la période des Dreyfus pour combler les pertes du club. Donc il n'y a absolument rien de surprenant dans cette opération d'augmentation de capital. On peut juste signaler que les ultra-minoritaires qui ont quelques bribes de pourcentage de OM-SASP n'ont pas participé à cette opération-là qui a été entièrement financée par McCourt Europe. La recherche de minoritaires qui a été évoquée par McCourt dès l'été 2024, elle semble toujours être en cours. On ne sait pas exactement si les opérations sur le capital de McCourt Europe et l'entrée pour 9% et à peu près 140 millions d'euros entre mai 2024 et janvier 2025, dont on a déjà parlé dans des vidéos précédentes, si ça correspond à quelqu'un qui est externe à la galaxie McCourt, ou si éventuellement ça peut être un de ses enfants, ça peut être lui-même par une de ses diverses sociétés, ou un partenaire qu'il aurait financé pour ses opérations, mais avec la volonté de rester minoritaire. C'est pas exactement ça qu'on cherche ici. Là, on parle d'aller chercher des personnes externes à sa galaxie, hors de son cercle le plus proche qui a pu l'aider à se financer depuis 2016. L'ouverture du capital, elle est possible, que ce soit au niveau de OM-SASP, que ce soit au niveau de McCourt Europe. C'est plus improbable qu'un investisseur essaye de rentrer dans une structure comme OM-LLC à ce stade, mais pourquoi pas, ça reste une possibilité qui a été évoquée, il n'y a pas d'obstacle juridique majeur à ce que ça ait lieu. A priori, je vois pas vraiment l'intérêt. Je pense qu'un investisseur américain notamment passerait vraisemblablement par une LLC distincte de OM LLC pour un investissement minoritaire, et que un investisseur étranger autre qu'américain n'aurait pas de raison particulière d'essayer de passer par les États-Unis pour investir en Europe. En tout cas, il n'y a rien de nouveau sous le soleil à ce niveau-là, et certainement pas les élucubrations, encore une fois, de Thibaut Vézirien. Il y a des investissements importants qui ont été évoqués au club, que ce soit par McCourt ou que ce soit par Pablo Longoria. Je vais y revenir dans la slide suivante qui concerne l'évaluation de Franck McCourt. Mais avant ça, il est temps de faire l'évaluation de Pablo Longoria. Alors à ce niveau-là, pas de nouvelles bonnes nouvelles. Moi, je vous avais dit qu'on était un peu au-dessus du budget. Pablo Longoria, il vous dit qu'on est un peu au-dessus du budget.
On aimerait un peu plus de continuité, ça fait des mois que je vous le dis. Pablo nous dit qu'on vise plus de continuité. Je vous avais dit qu'il fallait investir davantage dans les infrastructures sportives, en particulier du club, qu'on n'était pas au niveau, mais également éventuellement autour du stade pour améliorer les recettes de billetterie et moderniser un peu l'accueil des supporters. Ça reste des investissements qui sont en suspens, mais qui trottent dans la tête des dirigeants, donc c'est une bonne nouvelle. On a aussi demandé plus de transparence depuis des années à l'Olympique de Marseille, notamment sur les aspects financiers. Et là-dessus, Pablo Longoria s'est engagé à donner le plus possible de transparence. Et il faut avouer que depuis 6 mois, il y a un vrai changement à ce niveau-là. On a eu des détails sur les coûts de la sécurité du Vélodrome, par exemple, ou des déplacements de supporters, sur le coût du Retireto qui a eu lieu lors de la première saison de Roberto De Zerbi. On a beaucoup d'informations financières qui ont été données cette année, et là-dessus, on peut féliciter Pablo Longoria, ça a vraiment évolué à ce niveau-là. Alors le bulletin de notes à horizon 5 ans, parce qu'on juge des dirigeants sur un horizon long, c'est pas comme un entraîneur qu'on va juger match après match, ou un directeur sportif qui est jugé sur le résultat d'une saison ou deux. Là, Pablo Longoria, il est en charge de la stratégie du club sur le long terme, et à ce niveau-là, on peut dire qu'il se débrouille correctement. Pas très bien, mais on va lui donner les encouragements parce qu'il revient de loin. En 2024, son bulletin de notes était désastreux. En 2025, il était toujours pas très bon. Et on est aujourd'hui fin 2025. Et il faut avouer que sur les 12 ou 18 derniers mois, les résultats sportifs sont plutôt bons. La gestion du club est assainie. Et pour ce qui concerne la gestion sportive, c'est pas encore tout à fait ça, mais ça a l'air de venir. Pour ce qui concerne le bulletin de notes de Franck McCourt, là on se base sur les promesses que Franck McCourt nous a faites en mai 2024. Alors je vous invite à revoir ça dans le détail, et il y aura toutes les explications sur mon compte Twitter Trespichado. Mais dans les grandes lignes, au niveau de la structuration du club, ça se passe plutôt très bien. On s'appuie sur le centre de formation, pas encore tout à fait à mon goût, et pas encore avec suffisamment de stabilité, notamment à cause des menaces sur Bacola et Robinho Vaz. Mais ça reste des gros progrès par rapport à ce qu'on a connu dans le passé. On a renouvelé la confiance à Longoria et Benatia jusqu'à présent, et ça confirme la stabilité que Franck McCourt avait promis, donc ça se passe très bien à ce niveau-là. Au niveau des investissements, surtout quand on voit ce qui se passe dans d'autres clubs de Ligue 1, on peut rien reprocher à Franck McCourt. Il y a beaucoup d'argent qui a été investi au club ces dernières années, et il continue à le faire. Il l'a encore prouvé avec l'augmentation de capital de cet été. Au niveau de l'amélioration de la performance, alors certes, on n'en est pas encore au stade où on gagne des titres, et on aimerait tous gagner des titres, mais pour l'instant, on arrive à peu près à assurer cette place sur le podium qui nous assure de revenir en Ligue des Champions. Et revenir en Ligue des Champions, c'est la clé, c'est ce qui nous permet d'avoir un budget qui se renforce d'année en année. Donc vraiment, au niveau de l'amélioration de la performance, la clé cette année, c'est de renouveler la qualification en Ligue des Champions, et on ne peut pas répéter assez de fois à quel point ça, c'est une performance. Le fait de renforcer les infrastructures sportives, là-dessus, c'est le critère qui laisse un peu à désirer jusqu'à présent. Je l'ai déjà évoqué. Au niveau du centre d'entraînement, il faudrait migrer vers une cité sportive digne de ce nom. On n'en est pas encore là aujourd'hui, mais ça en parle au club. Il y a une vraie reconnaissance du problème, et je pense qu'ils sont en recherche de sites assez actifs. Pour l'instant, il faut négocier, et c'est pas évident de trouver un site dans les environs de Marseille. McCourt s'était engagé à ne pas vendre le club, ça fait 18 mois qu'il a pris cet engagement-là, on n'a pas plus avancé à ce niveau-là, donc là-dessus, on peut dire qu'il a tenu sa promesse, on peut pratiquement valider cette promesse-là, parce qu'on ne va pas le tenir à ça éternellement, mais en tout cas, il avait dit qu'il ne vendait pas, et pour l'instant, c'est pas vendu. Et alors, il avait aussi évoqué la possibilité de rechercher un club satellite. Il ne s'était pas engagé fermement là-dessus, mais il avait expliqué que c'était une piste à creuser, que la multipropriété, c'était un modèle qui s'imposait dans le football moderne de 2025-2026. Et effectivement, on peut se poser la question aujourd'hui si le moment n'est pas venu d'aller chercher un club à acheter. Là-dessus, on n'a pas eu trop de mouvements, pas trop d'informations. Donc, il est trop tôt aujourd'hui pour évaluer McCourt là-dessus. Il s'était engagé sans donner de date précise. On va attendre encore 1 an ou 2 avant de commencer à s'exciter et à lui demander des comptes sur ce point-là. Mais globalement, la note de McCourt, elle est excellente parce que vraiment, il a tenu tous ses engagements, ou presque.
Alors, je vous invite à me suivre sur Twitter pour retrouver tout le détail des explications, notamment sur le bilan de Franck McCourt et d'autres analyses, puisque je publie beaucoup plus fréquemment sur Twitter que sur YouTube. Mais je vous remercie en tout cas pour tous vos commentaires, vos likes et vos abonnements. Ça fait toujours plaisir, ça fait chaud au cœur. C'est pas pour ça que je fais les vidéos, mais je suis toujours très content de recevoir vos questions à travers les commentaires. Alors, pour conclure, d'abord, on s'attend à un mercato d'hiver qui soit quand même plus calme, en tout cas dans le sens des arrivées. Il y a quelques départs de boulets, on ne va pas revenir là-dessus éternellement. Il y a plein de talk-shows qui en ont parlé. Je suis entièrement d'accord avec tout ce qui s'est dit à ce niveau-là. Il y a des joueurs à faire partir, on les connaît tous. Il y a des ventes qui sont attendues pour faire de l'argent en janvier ou en juin, qui seront probablement nécessaires pour équilibrer les comptes. Et là-dessus, il ne faudrait pas être étonné si on a une mauvaise surprise avec le départ d'un joueur auquel on tient. On a peu d'achats et pas de prêts possibles, puisqu'on est déjà au maximum de 5 prêts qui sont permis, plus éventuellement 1 ou 2 prêts de joueurs de moins de 21 ans. Donc si on devait recruter un joueur en prêt, a priori, je pense que ce serait seulement un joueur de moins de 21 ans. On verra le verdict du terrain en fin de saison, c'est plutôt bien engagé pour le moment, mais il va falloir tenir le coup. Et d'ici là, moi je vous souhaite un bon boudin, une bonne fin d'année et de belles fêtes, et on se retrouvera en 2026.